Donc, dans un premier temps, je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours professionnel. Oui, Vous avez obtenu un doctorat en neurosciences en 2009, si ouais, j'ai exactement. bien regardé votre profil LinkedIn. Vous avez ensuite poursuivi avec plusieurs expériences postdoctorales autour de Ouais. cette même thématique. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer dans la recherche académique à ce moment-là? Alors, deux choses. La première, c'est qu'à l'époque, je parais un dinosaure quand je dis ça à chaque fois, mais quand on faisait une thèse, on savait pas forcément qu'il y avait pas énormément de jobs en académie. C'était vraiment, on était préparé pour en gros continuer dans l'académie. Donc c'est vrai qu'on se posait moins de questions qu'on se pose maintenant. Il n'y avait pas forcément plus de jobs, hein, mais on se posait moins la question. C'était on va faire un postdoc, etc. J'adorais la recherche. À l'époque, je voulais être prof en fac, donc enseignant-chercheuse. Voilà, je m'étais pas trop posé la question et c'est vrai que de toute façon, comme j'avais envie d'être enseignante chercheuse, bah voilà, j'avais continué. Et puis juste une thèse, ça me suffisait pas, je pense en recherche, j'adorais ça, donc j'avais envie de continuer. Donc tout ça a fait que je suis partie en postdoc à Londres juste après ma thèse, quelques mois après ma thèse. Et j'ai lu donc du coup qu'au cours de ce postdoc, vous avez décidé de fonder Pint of Science. Ouais. Et donc, comment Alors, ce projet est-il né? Alors, ce qui s'est passé, c'était mon deuxième postdoc. Du coup, j'avais fait un premier postdoc de 2 ans et demi. Et là, c'était mon deuxième postdoc. Je suis arrivée en janvier dans ce postdoc. Et en fait, j'ai commencé Pint of Science en Angleterre à l'époque. C'était un tout bébé. C'était à peine créé. Il y a eu juste les fondateurs qui y avaient pensé et qui ont cherché du monde. Et en fait, je reçois un email disant qu'ils cherchaient des gens pour organiser Pint of Science. Pint of Science. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai direct répondu au mail et en fait j'ai commencé à faire partie de l'équipe qui a créé vraiment le festival de zéro en Angleterre à l'époque où il n'y avait rien. On a fait une première édition à Londres en 2013, ça a très très bien marché et c'est là que j'étais française, j'étais à Londres, moi j'avais qu'une envie, c'était répliquer la même chose en France et c'est là que je leur ai dit en fait, au départ, les Anglais, eux, ils étaient vraiment plus reproduire le festival à l'identique, peut-être plus souvent, mais en gros, pas forcément faire quelque chose d'international. Et c'est là que moi, en mode française, avec envie d'exporter ça, je leur ai dit, bah non, ça serait vraiment cool si on faisait ça à l'international et qu'on pouvait ouvrir plusieurs pays, dont la France. Et du coup, ils ont accepté. Et en fait, fin 2013, du coup, j'ai lancé Pint of Science France et la première édition a lieu en 2014. Et là, c'est mon 10e cette année, c'est mon 10e Pint of Science, donc Angleterre et France confondues. C'est super. Et donc, concrètement, comment tu diriges Pint of Science? Qu'est-ce que tu y fais comme activité de manière concrète? Alors déjà, cette année, j'ai 3 activités. Donc déjà, j'ai monté la France et je continue de diriger la France. Donc je vais expliquer mes activités après. Après, j'ai directrice internationale comme activité. Donc je vais aussi expliquer ça juste après. Et co-directrice anglaise, où là, je m'occupe principalement de la com. Donc co-directrice anglaise, c'est nouveau. Je pense cette année, peut-être probablement encore un peu après. Directrice internationale, ce que je fais, c'est que chaque année, le festival, il y a des nouveaux pays qui ont envie de nous rejoindre. Et du coup, je les sélectionne. Je sélectionne pas forcément le pays, je sélectionne les gens. J'essaie de trouver des gens qui seront motivés, qui seront vraiment bien pour le faire. Je fais des auditions, je leur demande voilà s'ils sont prêts à le faire, je leur explique en quoi ça consiste. Et puis après, tout le reste de l'année, tous les nouveaux pays que j'ai choisis, je les aide à créer le festival. Donc en gros, on parle de partir de nulle part. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait de communication ou d'événementiel. Donc vraiment, petit à petit, je leur apprends comment recruter des gens, comment parler du festival sur les réseaux sociaux. Je leur fais des tonnes et des tonnes de visuels de communication, souvent parce qu'ils m'en demandent beaucoup. Comment créer le site web, donc je leur fais la structure du site web et eux finissent, souvent c'est dans un langage que je ne connais pas. Donc si c'est en anglais, ça va, je peux aider. Si c'est en russe, par exemple, ou en grec, j'étais un peu coincée. Je les babysit en fait toute l'année jusqu'à avoir un festival et que ça se passe la première fois. Les fois d'après, généralement, c'est plus facile, donc ils ont moins besoin de moi, mais généralement ils ont beaucoup besoin de moi la première année, la deuxième année un peu moins, et après les autres années, généralement c'est bon. Donc ça c'est international et France en fait, donc je l'ai monté de zéro, le festival il n'existait pas. Là je suis toujours à sa tête. J'ai des coordinateurs dans chaque ville, donc c'est des gens qui vont gérer la coordination de Pint of Science dans chaque ville.
Et moi, ce que je fais en fait, c'est que je dirige ces coordinateurs. Je gère en gros toute l'orga, je suis que tout se passe bien, je gère le site web et je gère aussi beaucoup la com, c'est-à-dire souvent c'est moi-même derrière le site, le compte Twitter. Maintenant, il y a une community manager qui vient de nous rejoindre. Donc l'idée c'est toute la stratégie de com parce que un festival, à la fois il faut qu'on soit présent sur les réseaux sociaux toute l'année, à la fois on n'a pas forcément grand chose à raconter toute l'année. Donc faut savoir, voilà, on raconte plein de choses de science pendant le reste de l'année. Et puis voilà, on tease le festival, on partage les événements qui se vendent bien, les événements qui se vendent moins bien, etc. Avant le festival. Là, par exemple, en ce moment, le gros stress, c'est que je suis censée recevoir tous les goodies pour toute la France et après, je récupère tout, je dispatche dans des cartons et je renvoie ça à chaque ville. Donc, chaque année, c'est séance de muscu pour moi. Là, hier, je viens de recevoir 150 kilos de cartons, par exemple, juste pour les t-shirts. Voilà, là je vais recevoir les autres goodies que je renvoie aux villes pour à la fois pour que les équipes aient des t-shirts, pour que les équipes des petits cadeaux à offrir aux intervenants et intervenantes et aussi à faire gagner pendant les soirées. Donc voilà, être directrice, ça a des côtés super glamour, un peu stratégie de com, stratégie de développement aussi, d'organisation, etc. Et puis ça a des côtés super pas glamour où je me retrouve en survette à trimballer des énormes cartons. Hier c'était vraiment la folie. Je crois que les t-shirts c'est un des trucs les plus lourds, 150 kilos de carton. Toute seule, généralement, j'ai un coup de fil parce que je loue toujours un box à côté de chez moi pour recevoir tout ça parce que j'ai pas la place et j'habite au 5e étage avec un micro-ascenseur qui me laisserait pas prendre les cartons. Donc généralement, j'ai un coup de fil du livreur qui est devant, il faut que j'y aille en courant parce que ils ont jamais le temps d'attendre. Et là, j'arrive, je récupère les cartons, je me retrouve toute seule avec avec tous ces cartons qu'il faut que je gère et voilà. Donc il y a des côtés glamour, il y a des côtés moins glamour, mais c'est toujours très très cool. Et voilà, donc il y a des côtés où clairement on utilise les compétences qu'on a appris au labo, notamment d'organisation, pas mal gérer plein de choses en même temps. Et puis il y a des côtés complètement qu'on apprend sur le tas, notamment gérer des gros cartons. Là en ce moment c'est mon gros stress du moment, donc je parle beaucoup des cartons, mais voilà, la com, ce genre de choses, en fait j'ai beaucoup appris. Je pense que ça va être les questions qui vont suivre, mais j'ai beaucoup appris sur le tas, c'est-à-dire que j'ai pas forcément fait de formation, j'ai appris avec Paint et puis voilà, essai, erreur et on se rectifie. Ok, super. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a... parce que là maintenant, tu t'es engagé pleinement dans la communication scientifique. Qu'est-ce qui a été ta motivation finalement à abandonner complètement la recherche académique et à te focaliser sur ce que tu fais actuellement? Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu déjà que je suis arrivée à un moment de mon postdoc où mes recherches étaient... Alors, les recherches sont jamais terminées, mais le projet était terminé. C'était soit je passais sur un nouveau projet, soit j'arrêtais là. On était en train de déposer un brevet, d'écrire un article, donc voilà, c'était à peu près fini. Et puis surtout, j'étais dans un milieu très 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 compétitif, la neuroscience, où j'avais un peu l'impression que demain, si je partais, j'allais être remplacée en 2 secondes, ce qui est très cool, mais j'avais pas l'impression vraiment de faire un impact, d'avoir un impact quel qu'il soit. C'était cool de travailler en thérapie génique, mais je me disais, demain, je peux être remplacée. Alors qu'on s'est retrouvés, à l'époque, c'était en 2017, donc ça faisait 4 ans que Pint of Science existait. Et on s'est retrouvés à se dire, là on est un peu coincé. On est à 10 pays, mais le problème c'est que il faudrait quelqu'un qui gère ça vraiment, qui soit capable, parce qu'on a des pays qui sont à peu près dans tous les continents. Donc il y a des jours où je vais me lever très très tôt pour avoir des discussions avec l'Australie, et puis des jours où je vais me coucher très très tard parce que je vais parler avec le Costa Rica, les horaires sont vraiment différents, et les jours où je vais avoir les deux dans la même journée, et là il faudra que je me lève très très tôt, que je me couche très très tard, ou l'inverse. Et du coup, en fait, on s'est retrouvé à un moment où on avait 10 pays. On s'est dit, ce qu'il faut, si on veut continuer à développer le festival et le faire bien, c'est quelqu'un qui gère ça vraiment, on va dire, pro. Ouais, à plein temps, ou en tout cas à un temps où ça peut être n'importe quand, que ce soit pas autour d'un travail. Parce que moi, ça faisait 4 ans et demi quand même que je gérais mon postdoc et Pint of Science à côté. Et notamment, il y avait déjà certains pays que j'avais aidé à construire. Donc je le faisais, mais je jonglais un peu entre les temps. Et c'est vrai que j'avais pas forcément le temps. La journée, il fallait que je travaille. Donc je répondais aux mails entre deux, parfois entre deux manips dans les couloirs. Tout le monde rigolait parce que j'étais avec mon smartphone en train d'envoyer des tweets, des mails, etc. Et du coup, on s'est retrouvés à se dire, là, faudrait vraiment... Et c'est vrai que
je me suis retrouvée, je me suis dit, mais là, j'aurais vraiment un impact. C'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui sont un peu compliqués à lancer parce que c'est un peu plus difficile, parce qu'il y a un peu moins de culture de communication scientifique. Et c'est des pays qu'on a besoin, typiquement Costa Rica, Mexique, le Kenya, etc., etc. Et là, du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer. La recherche, j'en avais profité, ça faisait 12-15 ans que j'étais en recherche, j'avais terminé, j'avais un brevet sur mes recherches, donc je me suis vraiment dit, en fait, c'est maintenant ou jamais, et le fait de pouvoir vraiment développer Pint of Sense comme je voulais, c'était chouette de me dire, voilà, je vais pouvoir le développer le festival. L'international, c'était un peu mon bébé depuis le début, parce que c'est vrai que c'est moi qui croyais le plus. Et les fondateurs, au début, étaient pas forcément, même jusqu'à très récemment, étaient pas forcément hyper à fond pour l'international. Ils voyaient ça surtout comme un boulot en plus, alors que moi, je voyais vraiment ça comme un intérêt. Et le critère unique de Pint of Sense, c'est le fait d'être dans plein de pays en même temps pendant 3 soirs, quoi. Donc voilà, ça m'a paru logique, et puis ça faisait... Pas un regret finalement. Mais ouais, et puis ça faisait 4 ans et demi que je jonglais entre 2 boulots, donc c'est vrai qu'à un moment je me suis dit ouais, peut-être que dormir c'est bien aussi. Et du coup bah voilà, j'ai lâché la recherche pour complètement me lancer en com scientifique en tant que freelance, et ça fait bientôt 5 ans et je regrette absolument pas ce choix, ni d'avoir gardé un peu de temps avant, parce qu'au final quand je me suis lancée, j'avais déjà de l'expérience et j'avais déjà un réseau, etc. Je me suis pas lancée. Plein de gens voient en fait mon changement de carrière comme brutalement. D'un jour, je suis passée de la recherche à la com scientifique, voilà, et ils me disent ah ça ou là-bas, je l'ai entendu, et ça m'a énervé d'ailleurs de me dire t'as de la chance que ça a été aussi facile. Attendez les gars, j'ai bossé 4 ans et demi, j'avais 2 boulots en fait pendant 4 ans et demi. Je gérais Pint of Science, à la fois en France et un peu avec d'autres pays, et j'étais chercheuse. Donc c'était pas facile, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, et voilà. Mais c'est vrai que d'extérieur ça peut paraître simple, parce que un mois je suis postdoc en neurosciences, le mois d'après j'étais freelance, et tout allait bien, j'avais un taf, j'avais un revenu, etc. Donc c'est vrai que pour des gens ça paraissait hyper facile, alors qu'en fait ça faisait 4 ans et demi que je jonglais avec deux jobs, quoi. La communication scientifique, c'est possible de la faire dans un cadre plus structuré, si on l'appelle comme ça. Mais toi, tu as choisi de le faire en freelance. Du coup, quels sont les avantages, les inconvénients? Alors, ouais. Du coup, c'était plus simple pour toi de le faire en freelance, parce que Pint of Science, c'était quand même assez nouveau. Ouais, alors déjà en fait, il y a le freelance que je fais, il y a plusieurs choses. Il y a Pint of Science dedans, donc il y a l'Angleterre qui me paye pour gérer le festival à l'international, et là cette année le festival en Angleterre. En France, je suis toujours bénévole pour l'instant. Le but c'est de trouver des sponsors qui vont me donner un peu d'argent pour payer peut-être un mois ou deux de freelancing, parce que quand je travaille sur Pint of Science, je travaille sur rien d'autre en fait, quasiment. Et en fait, l'idée, c'est la première année, vraiment, comme j'étais en Angleterre, je suis rentrée en France, donc c'était plus simple d'être freelance, parce que tous les mois, je faisais une facture à Pint of Science. Ils me payaient, plutôt que d'être employée par l'Angleterre tout en travaillant en France, c'était vraiment trop compliqué. Donc je suis passée en freelance. Et puis au final, après, j'ai eu des gens qui sont venus me contacter pour des missions de freelance, de com scientifique, et du coup, bah, c'était très très utile. Je suis auto-entrepreneur, et c'était bien pratique d'être auto-entrepreneur, parce qu'au final, je pouvais facturer sur des missions courtes, des formations, des choses comme ça. Et en fait, on m'a proposé des CDI, mais moi j'aime bien travailler comme ça, parce que il y a des mois où je vais beaucoup travailler sur autre chose, quasiment pas travailler Pint of Sense, genre juin, juillet et septembre, je travaille très très peu sur Pint of Sense. Mais il y a d'autres mois comme mai et avril, bah en fait je vais travailler à... Alors déjà, je vais beaucoup travailler, parce que j'allais dire je vais travailler à 90% sur Pint of Sense, mais le reste, je vais le faire aussi un peu en dehors. Donc du coup, ça me donne une liberté d'exercice qui est énorme. Donc les avantages, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir faire ce que je veux, pouvoir gérer mon boulot à côté, on va dire, ce qui n'est pas Pint of Sense, autant que je veux. Il y a des mois où ça va être plus, il y a d'autres mois où ça va être moins. Et c'est chouette. Pouvoir aussi, par exemple, là, en mai, je vais disparaître pendant 10 jours, parce que à chaque fois après Pint of Science, je prends des vacances, et là bah, c'est un moment dans mon planning où j'ai décidé que bah, je prenais aucune mission, et je partirais en vacances, et du coup voilà. Par contre très clairement c'est très stressant au début, parce que qui dit freelance dit on n'a pas de salaire, donc si jamais on refuse une mission, bah, au départ on a vraiment un peu le stress qu'on n'en ait pas d'autres, quoi.
Donc voilà, mais au bout d'un moment, ça se balance et ça va. Et franchement, je pense aussi, j'ai grandi, pour être honnête, j'ai grandi avec une maman qui a monté sa boîte. Donc j'ai toujours vu ma mère travailler à des horaires complètement n'importe quoi, travailler en vacances, mais en même temps être en vacances à des moments bizarres, partir 3 mois l'été dans la maison de résidence secondaire. On a eu une petite maison en Normandie, donc elle partait 3 mois là-bas, mais elle bossait là-bas parce que c'était normal. Et du coup, je pense dans ma tête, j'ai toujours associé le travail à ce genre d'horaire où je la voyais se réveiller des jours à 11h du mat, mais travailler sa compta jusqu'à 3h du mat. Et ça me paraissait, en fait, ça me paraît normal. Donc du coup, là, je fais un peu la même chose parce que ça me paraît normal. Et c'est vrai que c'est l'inverse qui me paraît bizarre. En fait, 9h à 5h, je suis mais ah bon, c'est comme ça que ça marche, c'est bizarre tout ça. Et puis, pour être honnête, en recherche aussi, on est habitué. Enfin, je travaillais sur de l'in vivo, donc sur des animaux. J'étais habituée à travailler à des horaires, c'était vraiment n'importe quoi. Il y avait des journées où j'allais travailler 16 heures, et puis le lendemain, j'allais me pointer au labo à 14 heures parce que bah, du coup, j'avais dormi un peu parce que la veille, j'avais beaucoup travaillé. Des fois, j'allais venir le week-end. Parfois, je travaillais de chez moi parce que c'était plus simple, et je venais un peu au labo le week-end, et du coup, la semaine, je récupérais un tout petit morceau de mon week-end. Ou des fois, je travaillais complètement pendant un mois, je venais tous les week-ends, je venais tous les jours, et voilà. J'ai été habituée à cette espèce de flexibilité en fait, et c'est vrai que du coup, comme je suis habituée à ça, entre ma maman que je regardais travailler quand j'étais plus jeune et la recherche, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment travaillé, on va dire normalement, ou vu travailler des gens normalement autour de moi depuis toujours, donc ça me paraît logique en fait. Ok, très bien. Du coup, on va revenir sur les atouts. Notamment parce que la thèse, c'est pas que des expériences, c'est aussi des compétences transverses qui sont aujourd'hui difficiles pour de jeunes chercheurs de mettre en valeur. Et donc, j'aimerais savoir quelles sont les compétences, toi, que tu as pu, que tu développes au cours de ton poste actuel, finalement. Alors, on avait parlé du management. Ouais, le management. Alors, je dirais gérer son temps, parce que clairement, ça m'a appris ça. La thèse, je sais que je gérais pour le coup mes manips, c'était vraiment, j'avais un emploi du temps où j'avais 1 heure de trou entre les deux, j'allais faire tel truc, etc. Donc je gérais vraiment bien mon temps. Et là, typiquement, j'en ai besoin de ça. La résistance au stress, très clairement, en gros, j'ai l'impression que vu que j'ai fait une thèse, il peut rien m'arriver, quoi. Tout va bien, c'est bon, j'ai vu la recherche, j'ai vu ce que c'était que le stress, et ça va. Être indépendant aussi, savoir travailler tout seul, avoir un peu l'esprit critique. Donc parfois donc soit je travaille pour aider les gens à vulgariser leurs recherches, mais aussi des fois à vulgariser, et c'est bien de savoir ce qui se passe, savoir comment réfléchir. Typiquement là aujourd'hui, je viens tout juste de faire une formation, c'est pour ça que je suis dans une salle de cours avec un tableau noir derrière moi. Je viens de faire une formation à des doctorants pour apprendre à communiquer, et notamment lors de leur soutenance, mais en général. Et c'est vrai que l'adaptabilité, c'est un des trucs que j'ai appris en thèse, savoir un peu gérer toutes les situations. Là, j'arrive en formation, ils répètent leur soutenance. Faut que je gère un peu tous les types de situations, c'est-à-dire que c'est pas écrit, je sais pas exactement comment ça va se passer, je sais pas exactement quel type d'erreur il va falloir que je corrige, mais il va falloir que je m'adapte. Et ça, en thèse, on apprend à s'adapter. Donc gestion du stress, vraiment des trucs, des soft skills, je dirais, gestion du stress et du temps, s'adapter, résister au stress. Après, il y a aussi voir comment la recherche marche, parce que du coup, je travaille toujours avec des chercheurs. Et c'est vrai que d'avoir travaillé en recherche, maintenant je sais comment ça marche, et ça m'aide tout le temps dans mon job. Mais c'est vraiment des choses, gérer un projet, ouais, je l'ai oublié celle-là, alors que c'est la plus importante. Savoir comment gérer un projet, typiquement, on n'a pas l'impression quand on est en thèse qu'on gère un projet, mais en fait on gère un projet, voire plein de petits projets. Et du coup ça, dans le monde du travail, c'est hyper appréciable. Et en fait, souvent, toutes les compétences que je viens de donner, c'est des compétences dont on a besoin pour bien gérer un projet. Donc apprendre à gérer un projet, je dirais que c'est le numéro 1 des compétences qu'on apprend en thèse, et typiquement qui resserre pour tout. Et là, moi, ça m'a servi à la fois pour Pint of Sense, mais tous les projets que je gère avec tous les nouveaux clients ou avec des clients déjà existants. Clairement, la gestion de projet, ça va être le numéro 1 de toutes les compétences que je vais utiliser, je pense.
qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune thésard qui veut directement se lancer dans la communication scientifique? Est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des activités prérequises finalement à entrer dans ce domaine? Alors déjà, ça devient un peu à la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui se disent je vais faire une thèse et je vais faire après de la communication scientifique. Donc il faut toujours, c'est la même chose, je dirais, il y a deux choses, avoir un CV qui sort un peu du lot. Et la deuxième chose, c'est un réseau. Donc moi, ce que je conseillerais vraiment pour à la fois développer son expérience et son réseau, c'est clairement si on n'a jamais fait de com scientifique et qu'on fait une thèse et qu'après ça on se dit tiens je vais faire de la com scientifique alors que j'en ai jamais fait, ça risque d'être un échec. Pourquoi? Parce que déjà pas d'expérience dans le CV, pas de réseau et surtout en fait la com scientifique il y a plein de choses. Est-ce que vous voulez être journaliste ou là faudra faire un master après ça? Est-ce que vous voulez être plutôt dans la com digitale? Est-ce que vous voulez être dans la com vraiment purement vulgarisation, plutôt écriture, plutôt podcast, plutôt travailler dans les instituts pour gérer ça, aider à de la com dans des trucs privés qui géreront des événements. En fait il y a tellement de choses à faire que si vous vous habituez, si vous faites des petites expériences à côté, déjà vous apprendrez à savoir ce que vous aimez. Et ça, c'est honnêtement sans prix parce que le nombre de gens qui s'engagent dans des carrières en pensant que ça va leur plaire et en fait qui se rendent compte que c'est pas du tout ça. Donc essayez, ça vous permettra plusieurs choses. Déjà de savoir si vous aimez, après d'avoir une expérience dans le CV qui va peut-être vous différencier des autres et aussi d'avoir un réseau, de rencontrer des gens et ça c'est hyper important de se développer un réseau, pas que le réseau de gens avec qui on travaille mais d'essayer sur Twitter, sur LinkedIn. Si vous voulez travailler en com scientifique, le mieux c'est de regarder les gens, de trouver des gens à la fois sur les réseaux sociaux. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, du coup je bafouille un peu. Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur Twitter par exemple, d'essayer de trouver des gens qui font ce job-là et puis de leur demander c'est quoi votre boulot de tous les jours. Souvent les gens qui font de la com scientifique, il y aura des podcasts, ils auront peut-être écrit des trucs, des interviews, donc faut pas hésiter à écouter, à lire tout ce qu'ils ont fait, voilà, et après venir leur poser des questions en plus. Mais souvent moi j'ai des gens qui viennent me demander c'est quoi ton boulot en vrai tous les jours. Et typiquement, je sais pas si c'était une prochaine question que je suis en train de complètement spoiler, mais typiquement mon boulot tous les jours, ça va être soit je suis chez des clients ou à des formations, donc à la fac par exemple, ou chez des clients, soit je suis chez moi en pyjama à travailler avec mon chat. J'ai pas forcément d'équipe parce que je suis freelance, je travaille toute seule. Je travaille avec des gens qui sont partout dans le monde ou partout en France, mais du coup, on se rejoint pas en vrai. La plupart du temps, on se parle sur Slack, par mail, etc. Donc, je sais qu'il y a plein de gens, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit « Ah ouais, mais moi, j'ai besoin d'être avec une équipe, j'ai besoin d'avoir des amis, des gens avec qui je travaille, etc. » Donc, ça peut être un frein. Et il y a des jobs comme ça qui paraissent géniaux. Et en fait, quand on demande aux gens « Qu'est-ce que tu fais jour après jour? C'est quoi tes tâches quotidiennes ?» En fait, on se rend compte que pas du tout, plutôt crever que faire ce job-là. Donc, c'est bien aussi de demander à des gens, de demander à quoi ressemble leur job pour savoir en fait est-ce que finalement on serait heureux là-dedans ou pas quoi. J'ai 3 activités dans Pint of Science, à la fois international, France et UK. Et à côté, en fait, je travaille en freelance. Alors, je suis toujours freelance, j'ai pas un poste précis, mais par exemple, je fais des formations. Là, je viens de faire une formation, c'est pour une boîte qui fait des formations, qui s'appelle Adopt Talent Management. Je bosse sur des podcasts en ce moment parce que c'est le dernier truc que j'ai lancé. Je bosse sur des podcasts pour des clients. J'ai eu une mission qui était vraiment très très cool pour la fête de la science. C'était avec l'Esprit Sorcier où j'ai co-animé des émissions avec Fred et Jean, les 2 animateurs de l'Esprit Sorcier. Je vais animer en juin le congrès Curie, qui est un congrès sur le transfert, la valorisation de la science et tout, le réseau Curie qui aide les scientifiques à valoriser leurs recherches. Donc en fait je fais plein de choses différentes, vraiment c'est Pint of Science, formation, podcast et animation, ça va être vraiment mes gros trucs. Et je vais avoir des contrats courts. Par exemple, là, pour un autre client, je vais former des scientifiques à la com scientifique et après on va faire un live où ils vont présenter leurs recherches en quelques minutes. Donc je vais animer le live. Donc là, je vais faire formation et live en même temps. Voilà, ces casquettes-là, c'est Pint of Science où je fais vraiment plein de choses. Formation, podcast, animation. Je crois que c'est et gestion de projet, mais ça va être plutôt, en ce moment, c'est ces 3-là. Et ça change dans le sens où, par exemple, le podcast, c'est assez nouveau. Ça fait un an et demi, on va dire, que je fais du podcast. Et là, je
commence à le faire pour des clients parce que j'ai lancé le mien et que ça marche bien et que ça me plaît. Avant, c'était plutôt de la gestion de projet, ça pouvait être du réseau social, gérer des réseaux sociaux aussi ou consulter pour des réseaux sociaux. En fait, il y a vraiment plein de trucs, ça dépend un peu de ce que je fais, ce que je mets en avant aussi sur les réseaux. Quand je mets en avant certaines missions, il y a des gens qui disent « Ah bah tiens, du coup, tu peux peut-être venir faire ça pour chez nous, pour notre institut, pour notre boîte, etc. » Donc, c'est vraiment un truc, c'est un boulot où en fait, chaque mois est différent. Ouais. Par exemple, le mois d'avril, là, je suis beaucoup Pint of Science. Le mois de mai, clairement, Pint of Science, c'est du 9 au 11. Donc, en gros, je vais tout vivre Pint of Science jusqu'au 11. Après, je vais essayer de gérer plein de petits rendez-vous pour la suite. Et puis après, je pars 10 jours en vacances. Et juin, bah, j'ai de l'animation, j'ai du podcast, j'ai plein de choses comme ça. Donc, il n'y a pas un mois qui se ressemble. Il n'y a pas un mois qui ressemble au prochain ou à celui d'avant, en fait. C'est intéressant parce que c'est des activités très, très diversifiées finalement. Et comme tu disais tout à l'heure, tu as appris sur le terrain. Par exemple, faire un podcast, c'est pas en un claquement de doigts qu'on apprend à le faire. Et au final, c'est intéressant parce que c'est quand on est curieux, je trouve, c'est intéressant de toucher à tout finalement. Bah exactement. Et puis tu sais, en fait, j'ai l'impression de faire comme en recherche. Tu vois, par exemple, le podcast, c'est vraiment le dernier truc que j'ai lancé. Et en fait, j'ai pas fait de formation. Je me suis lancée avec le sujet que je voulais. D'ailleurs, le podcast s'appelle Sous la blouse, au passage, si jamais ça intéresse des gens et ça parle des scientifiques. Et en fait, j'étais inspirée par Pint of Science, par moi, ma vie en tant que chercheuse, où tout le monde me disait « Ah, mais tu ressembles pas à une scientifique ». Et puis, quand je racontais comment j'en suis venue à faire de la recherche, qui était pas du tout, genre j'ai découvert ça à 4 ans en regardant La Vie, par exemple, ça est venu beaucoup plus tard en faisant un master. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de faire ça. Sauf que le podcast, à part être invitée dans pas mal de podcasts, j'avais jamais monté un podcast, etc. Donc je me suis assise, je me suis dit, bah ok, il faut que je trouve un logo, il faut que je fasse ça. Alors j'avais quand même un bon fond de com, donc je savais en gros la strate de com pour le podcast, etc. Mais par contre, monter un podcast, gérer l'audio et tout, j'avais jamais fait. Donc du coup, j'ai appelé des potes qui avaient eux-mêmes lancé leur propre podcast. Quel micro t'as utilisé? C'est quoi la différence entre tel micro et tel micro? Ok, quel logiciel tu prends? Après, je gérais un peu toute seule de mon côté. Et puis réappelais mes potes en mode au secours, j'arrive pas à gérer ça, comment tu fais, etc. Et vraiment, pour moi, c'est une démarche de chercheur. Ouais. Des chercheuses, c'est vraiment une démarche de recherche, c'est-à-dire on lit, on réfléchit, donc on lit, on fait de la littérature, on fait de la biblio, on s'assoit, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Après, on demande aux gens dans le labo ou qu'on connaît, qui ont déjà fait ces manips-là, comment ils ont fait, etc. On s'y met, et puis dès qu'on se trouve devant un truc qui coince, et ben on demande aux gens comment vous avez fait pour résoudre ce problème-là, etc. Et en fait, on avance comme ça, et moi, c'est ma façon de faire depuis le début. Et ça marche bien parce que en fait je recherche, je regarde, je lis des trucs, je lis comment, par exemple on me dit j'utilise tel logiciel, bah très bien, je vais le prendre, je vais essayer de jouer avec, je vais lire des tutos, je vais écouter des tutos sur YouTube, je vais lire des tutos, je vais essayer au max de jouer avec, et puis à un moment quand je vais rencontrer un problème, je vais poser une question. Mais vraiment pour moi c'est une démarche de chercheur et de chercheuse en fait. Donc tu vois, on parlait des compétences, mais ça je sais même pas si c'est une compétence, c'est une démarche en fait, cette idée de je vais lire de la biblio, je vais essayer de créer mon truc, etc. Et typiquement avec Pint of Science, c'est ce qui s'est passé. On a monté le truc en Angleterre, on était tous des scientifiques, personne n'avait jamais fait d'événementiel, de com, de machin, mais chacun avait sa petite idée sur comment faire. Puis on a essayé, des fois ça n'a pas marché, des fois on a vu qu'on a fait des erreurs. Par exemple, l'énorme erreur qu'on a fait pour Pint of Science, que du coup je dis à tous les pays de ne pas faire, et moi j'essaie de ne plus jamais faire, c'est que quand on a lancé ça la première année, on était tellement occupé à vérifier que ça marcherait et à essayer de faire en sorte que tout se passe bien. On était à l'arrache, on a distribué des trucs. J'ai couru dans tout Londres le premier jour de Pint of Science avec des goodies à la main, avec des t-shirts pour toutes les équipes de tout London, parce que on n'avait pas vraiment réfléchi au temps, au timing, au rétro-planning, etc. Mais bref, et le gros truc, la grosse erreur qu'on avait faite, en fait, c'est de pas se dire comment on va en parler après. Quelle sera la com après? On a fait le truc et à la fin, en fait, on avait fait 3 photos, 2 tweets, mais on n'a pas eu de journaliste, on n'a pas eu de blogueur, on n'a personne qui est venu sur le moment ou podcast ou quoi pour en parler. Et du coup, quand j'ai lancé la France, on m'a dit t'as du matériel, tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Et en fait, on n'avait rien parce que notre but c'était que ça se passe. Et du coup, la grosse leçon, c'était ok, c'est bien que ça se passe, mais c'est aussi très très important dès qu'on fait quelque chose. Et je pense que depuis, j'ai complètement surcompensé là-dessus. Quand je fais quelque chose, j'essaie de produire du matériel autour
pour montrer que ça s'est passé. Bah, même si c'est une formation, même si c'est une retraite, machin. Et du coup, je dis aux nouveaux pays, très clairement, quand vous faites Pint of Science, il faut être sûr que vous ayez du matos pour même des photos, n'importe quoi, mais pour montrer à quoi ça ressemble l'année prochaine, pour essayer d'avoir peut-être des nouvelles personnes, des médias qui parlent de nous, pour avoir des sponsors, etc. Parce que je me suis retrouvée complètement coincée la première année, ça existait, maintenant c'est connu, donc ce qui est cool, c'est que même les pays qui n'ont rien, ils peuvent s'appuyer sur toute la base YouTube de tous les pays qui ont fait des trucs, même si c'est pas le bon langage ou quoi, nous on essaye à l'international de prendre des photos, de leur donner des trucs qui rentreront et tout, mais c'est vrai que moi je me suis retrouvée, je l'ai lancé en France, en fait ça n'existait pas et les gens m'ont dit mais c'est quoi ce truc, ça a marché en Angleterre mais pourquoi ça marcherait en France et c'était très 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 difficile la première année et du coup voilà c'est le truc que j'ai appris, mais sinon voilà j'ai tout fait sur le tas, on a tous tout fait sur le tas et bon voilà maintenant c'est la 10e année donc il y a quand même pas mal d'expérience qui est là et du coup les nouveaux pays on essaye de leur donner ça et toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans l'orga de Pint of Science, ce qui est cool c'est qu'on a une belle orga derrière, on a une belle expérience donc ils peuvent profiter de ça. C'est encore possible de se porter volontaire? Alors, c'est un peu compliqué là pour le mois de mai parce qu'on est très très proche. Il y a peut-être des villes, peut-être Paris éventuellement, et encore je suis pas sûre. Si vous voulez le développer dans des villes qui n'existent pas encore au programme en France ou dans le monde, c'est possible. Mais par contre, écrivez-moi à partir de septembre parce que là pour l'instant, je suis tellement dans le mois de mai, etc. Je suis en mode qu'est-ce qui est urgent, pas urgent. Si c'est urgent et si c'est maintenant, ça va. Sinon, je dis à tout le monde de recontacter-moi en septembre parce que là vraiment, on est à fond sur ce qui se passe. Donc éventuellement aider les villes. Je pense que d'une façon générale, on est à peu près complet au niveau des équipes. Ce que vous pouvez faire par contre qui aide toujours énormément c'est en parler autour de vous et ça c'est énorme parce que le bouche à oreille c'est quand même le numéro 1 de com pour Pint of Science et en parler autour de vous. Il y a 25 pays dans lesquels il y a Pint of Science donc même si vous n'êtes pas là en France à ce moment là, moi j'ai des copines qui c'était trop cool qui ont vu Pint of Science dans d'autres pays parce qu'elles étaient en vacances à ce moment-là et elles m'ont dit ah mais je suis en vacances et je dis bah t'es où? À tel endroit. Bah écoute il y a Pint of Science et du coup elles m'ont envoyé des photos de Pint of Science pendant qu'elles étaient en vacances et elles ont pu suivre le truc donc c'est très chouette, il y en a un peu partout dans le monde donc là il y a 25 pays cette année qui prennent part donc l'idée c'est 3 soirs des chercheurs, parce qu'on n'a pas défini ce que c'était, mais des chercheurs et des chercheuses dans des bars ou des cafés ou des endroits un peu relax qui parlent de leurs recherches pendant 3 soirs et c'est 3 soirs en simultané partout dans le monde. Alors quand on dit simultané, bien sûr, c'est pas le même horaire pour l'Australie et le Costa Rica ou la France et l'Australie. C'est leurs horaires, leurs soirées, mais du coup pendant 3 jours, quand on est en Europe, on a du Pint of Science qui se passe de 9h du mat à 5h du mat. En tout cas, moi, je vois tous les pays et c'est 9-10 heures à 5h du mat, donc c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup.